Aujourd'hui, je commente une vidéo que l'une d'entre vous m'a envoyée. C'est une vidéo sur le cétogène et qui parle d'un sujet hyper intéressant, le kétorash. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Je trouve ce sujet hyper intéressant, déjà parce qu'il n'y a aucun ouvrage sur le cétogène qui n'en parle, ni même ne l'aborde de très loin. Et quand on fait quelques petites recherches sur le kétorash sur internet, on ne trouve absolument rien à part « Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce sont les cétones qui réagissent sur la peau, ça s'appelle le kétorash ». Vous connaissez mon aversion pour cette tendance qui consiste à considérer que comme quelque chose a un nom, c'est normal. Non. Ce n'est pas parce que la glycémie élevée du matin s'appelle Early Morning Dawn Effect que c'est normal en cétogène. Ce n'est pas parce que l'irruption de boutons sur la peau se constate fréquemment en cétogène et a un nom et s'appelle kétorash que c'est normal. Donc je suis hyper contente que quelqu'un prenne le taureau par les cornes et décide de faire cette vidéo. Je ne l'ai pas encore vue, mais pour moi c'est un coup de génie de venir répondre à cette question. Alors, la chaîne en question s'appelle la chaîne du doc, et le doc, que je ne connais pas et dont je ne connais pas le prénom, est, je crois, cardiologue. Donc je trouve ça très intéressant d'aller chercher son point de vue. Il se trouve même que j'ai l'accord du doc pour faire cette vidéo. C'est la première fois qu'on me répond positivement d'ailleurs, donc je suis très contente. Ça montre que c'est une personne qui a plutôt confiance en lui, qui pense que son contenu est solide et qui n'a pas peur du coup ni de la critique ni du fait que quelqu'un puisse avoir un autre point de vue que lui. La vidéo s'appelle Des boutons liés à l'alimentation, les effets du régime cétogène. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé cette vidéo avant, je vais la découvrir en même temps que vous et évidemment, si ce format vous intéresse, c'est le moment ou jamais de liker cette vidéo. Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques du Doc et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez peu abordé, celui de l'alimentation et des problèmes de peau avec un focus particulier sur le régime cétogène puisqu'il peut occasionner chez certaines personnes des éruptions cutanées génériques. Donc, comme je le disais, le doc est cardiologue. En même temps, c'est un sportif, il est dans la musculation. Je crois que je l'avais déjà vu en fait sur une autre chaîne, parce que sa tête me dit quelque chose quand même. Et mais naturellement sympathique, alors que je ne connaissais pas sa chaîne. Donc je pense que je l'ai déjà vu ailleurs. Et le petit générique nous montre qu'effectivement, il y a cette espèce de double intérêt, à la fois pour la science, puisqu'on le voit avec sa blouse, machin, et puis un peu les clichés du docteur, et puis en salle de sport et tout ça. Pour cette vidéo, il ne prend pas la posture du médecin avec la blouse et le stéthoscope, néanmoins il est quand même derrière son bureau, mais il y a un côté, vous voyez les petits chocolats de Pâques sur le bureau, c'est un côté, oui, je suis médecin et oui je suis dans la muscu, mais je me prends pas non plus trop au sérieux. C'est un sujet assez peu abordé, celui du lien entre l'alimentation et les problèmes de peau, notamment les éruptions cutanées, certains boutons, certaines maladies de peau qui peuvent être déclenchées parfois et pas toujours par bien certains types d'alimentation, certaines molécules, certains compléments, bref en tout cas ce que l'on peut ingérer. Souvent on entend des gens qui disent qu'ils ont modifié leur alimentation et qu'ils ont ensuite des problèmes de peau, alors plus ou moins graves, ça va en gros des boutons qui vont suivre une cuite ou un cheat meal un petit peu trop, on va dire, riche en graisse, notamment la personne qui dit bah voilà, je suis allé bouffer à McDo, j'ai un petit peu abusé et puis je me suis réveillé le lendemain, j'étais tout gras au niveau du visage avec des boutons, ça peut se voir, mais parfois ce sont des problèmes de peau un petit peu plus graves, non pas graves au sens qu'ils mettent en jeu le pronostic vital ou que ce sont des choses dangereuses, mais graves au sens que cette éruption cutanée est un petit peu plus sévère, un petit peu plus gênante et un petit peu plus étendue et durable dans le temps que simplement le bouton d'acné qui va se manifester au niveau du front suite à un repas un peu trop riche. Et dans certains types d'alimentation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment le fameux kétorash qui est une éruption cutanée liée au régime cétogène, eh bien certains types d'alimentation, certains régimes ou certains compléments alimentaires peuvent parfois, et je dis bien chez certaines personnes, puisque c'est important, tout le monde ne réagit pas pareil,
occasionner certains désagréments cutanés. Et c'est un sujet assez difficile puisqu'il y a assez peu de littérature, d'études scientifiques sur le sujet. En médecine, la dermatologie, c'est vraiment une spécialité à part entière, c'est-à-dire que quand on n'est pas dermatologue, eh bien c'est assez difficile puisqu'on n'a pas l'expérience, on n'a pas la pratique pour faire la différence entre les différentes maladies cutanées, d'autant plus qu'il y en a énormément. Et c'est une spécialité qui est avant tout clinique, c'est-à-dire que on a principalement l'interrogatoire et l'examen clinique, c'est-à-dire l'observation de la peau et le type de lésion. Il y a tout un lexique en fonction de la taille du bouton, du nombre, de sa forme, de ses caractéristiques, de son mode de survenue, etc. Mais quand on n'est pas dermatologue, eh bien, en fait, c'est une spécialité très difficile parce que ça nécessite d'avoir une très grosse expérience et une très grosse, en fait, spécificité là-dessus pour ne pas se tromper, puisque globalement, on a très peu d'examens complémentaires. Il y a beaucoup de spécialités où on peut rattraper le diagnostic avec de l'imagerie, une radio, une IRM ou une prise de sang. Mais véritablement, en dermatologie, on peut que regarder ce qui se passe et établir un diagnostic. Donc c'est quelque chose de très difficile et de très spécifique. D'autre part, et c'est aussi l'autre problème, c'est que c'est une spécialité qui est assez accessible, je veux dire, au grand public, dans le sens où les boutons, tout le monde en a eu un jour, tout le monde en aura un jour, et on a tous notre propre expérience personnelle là-dessus, en disant, bah voilà, un jour j'ai mangé tel ou tel aliment, le lendemain je me suis réveillé avec un bouton, donc j'en ai déduit qu'il y avait une association. Le problème, c'est qu'en réalité, c'est assez facile de faire des raccourcis entre son expérience et de généraliser sa propre expérience à beaucoup de monde. En gros, c'est comme si je disais, bah moi j'ai fait tel entraînement, ça a marché pour moi, donc c'est l'entraînement qui doit marcher pour tout le monde. En vérité, on sait que le fait qu'il y ait une corrélation ne signifie pas qu'il y a une cause à effet. En gros, c'est pas parce qu'on a mangé tel ou tel aliment que, en fait, c'est ça qui a véritablement déclenché les boutons, et surtout que ça va le déclencher pour tout le monde. Donc c'est un peu la difficulté de cette spécialité, c'est que comme ce sont des choses qui sont visibles et dont on a tous une expérience personnelle, eh bien on a tendance à trouver beaucoup d'informations, des informations parfois contradictoires, mais aussi beaucoup d'informations qui ne sont pas appuyées par, en tout cas, on va dire la science, et en fait qu'on ne peut pas généraliser. Donc le lien entre l'alimentation et les problèmes de peau, il est assez difficile. Je suis complètement d'accord et même j'ai envie d'étendre le sujet. La plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans notre corps, on ne le comprend pas forcément et donc on fait très vite des raccourcis comme ça. Je vais prendre l'exemple des personnes qui souffrent de dérèglement de la thyroïde, par exemple d'hypothyroïdie, qui est rampant, qui est latent en fait, et quand ils commencent une diète cétogène et que la crise énergétique arrive parce que l'adaptation n'est pas bonne, leurs cheveux tombent. Donc ils se disent, la diète cétogène fait tomber les cheveux. Non. La diète cétogène en fait est la crise énergétique qui intervient si l'adaptation ne se fait pas bien ou n'est pas bien faite, ou si la pratique de la diète cétogène n'est pas bonne, fait que, du coup, votre corps dit, tu sais quoi, j'ai pas le time de faire des cheveux, et les cheveux tombent. Mais ce n'est pas la diète cétogène en elle-même, ni ses composantes. On peut dire aussi, ah, j'ai commencé une diète cétogène, je suis constipée, donc c'est la diète cétogène. Non, en fait, ce n'est pas normal d'être constipé en diète cétogène. Il y a très certainement un dérèglement du microbiote qui peut expliquer certaines choses. En l'absence de connaissances approfondies de ce qui se passe à l'intérieur, nous faisons des raccourcis qui peuvent être faux. Et c'est parce que tout simplement nous ne connaissons pas tous les mécanismes qui s'activent et combien se sont activés. Nous ne savons même pas à quel degré de la chaîne on est. C'est-à-dire que quand on a un changement d'alimentation et puis un bouton, je pense qu'on ne pourrait même pas établir de cause directe. Il y a certainement eu un changement d'alimentation, puis un dérèglement au niveau digestif, puis une fatigue du foie, puis une fatigue de tel autre émonctoire, et puis in fine un bouton. Ou alors un dérèglement hormonal. Et vous voyez, en fait, il y a des étapes qu'on ne voit pas. Et donc à la fin, notre espèce d'évaluation n'est pas très juste. On sait quand même que l'alimentation peut avoir un lien, même si ce n'est pas forcément un lien très fort, mais que certaines personnes, et je dis bien certaines personnes, vont avoir une association entre certains types d'aliments et la survenue de problèmes de peau, notamment parce que dans les aliments, il y a parfois des aliments qui sont pro-inflammatoires et que certaines personnes vont mal tolérer, que ce soit Je suis désolée, je vais le couper, mais je suis très contente que quelqu'un dise ça, enfin. Par des allergies vraies ou par simplement des intolérances, mais aussi parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de phénomènes au niveau de la flore intestinale, et je vais développer ça après. Il va parler de l'intestin. Je suis tellement contente. Mais la flore intestinale peut interagir avec tout l'organisme et notamment aboutir in fine
à des modifications au niveau de la peau. Alors c'est un peu un raccourci, je vais dire, très grossier, mais pour simplifier, on peut dire ça comme ça. D'autre part, il y a une influence forte au niveau des hormones, et l'activité physique comme l'alimentation peuvent influencer ces hormones justement, et donc modifier là aussi un peu, on va dire, le terrain hormonal de l'organisme, et donc favoriser parfois les problèmes de peau. Oui, la diète cétogène en plus a un effet très très fort sur le plan hormonal, et on le sait, ça modifie tout de suite très très fort le cycle féminin, mais c'est bien la preuve qu'il y a des bouleversements. Je trouve que pour l'instant, et dans l'introduction, c'est vraiment, il a mis le doigt sur les 3 choses les plus importantes. Comme ça, là, bam bam bam, l'inflammation, le microbiote, les hormones. C'est la première fois que je vois une analyse aussi efficace. Ouais, eh bien, la psychologie, on va dire, peut véritablement soit déclencher, soit aggraver chez des personnes prédisposées, eh bien, des troubles cutanés. Bref, assez parlé de tout ça. Pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? On va parler d'un thème assez spécifique qui est l'éruption cutanée liée au régime cétogène, le fameux kétorash, puisque véritablement, chez certaines personnes, le régime cétogène peut créer des véritables problèmes de peau, et ça s'appelle en termes scientifiques le prurigo pigmentosum. Prurigo, en fait, ce sont des lésions prurigineuses, c'est-à-dire le prurite en médecine, c'est le fait d'avoir envie de se gratter, c'est une lésion qui va provoquer une démangeaison, et pigmentosum parce que ce sont des lésions qui vont à terme se colorer, parce que vous allez le voir, il y a une arrivée de mélanocytes, ce sont les cellules en fait qui favorisent la pigmentation et qui à la longue eh bien, vont colorer avec de la mélanine justement les lésions au niveau de la peau, et donc laisser des petites traces qui sont pigmentées. Donc ce kétorash, qu'est-ce que c'est? Eh bien chez des personnes là aussi prédisposées, quand elles vont démarrer un régime cétogène, eh bien elles vont voir apparaître des éruptions cutanées, des boutons au niveau de leur corps de façon plus ou moins sévère. Il y a des cas qui sont minimes avec 1 ou 2 boutons, mais il y a des personnes qui vont décrire des lésions importantes sur une bonne partie de leur corps, et on sait que les problèmes dermatologiques, même s'ils sont assez rarement graves sur le plan du pronostic, de la mise en jeu du pronostic vital, comme d'autres blessures, certaines maladies peuvent être graves, mais la dermatologie, c'est des lésions, c'est des maladies qui sont surtout graves sur leur retentissement psychologique, et bien sûr c'est pas quelque chose à minimiser, mais socialement en fait quand on a des boutons c'est quelque chose qui est difficile et qui peut être en fait très mal vécu. Donc en fait la gravité au terme de pronostic n'est pas du tout liée au ressenti de la maladie, et parfois des personnes vont être beaucoup plus gênées par des boutons que par des handicaps qui pourtant objectivement on peut se dire c'est quand même beaucoup plus invalidant. Donc ce kétorash, à quoi ça ressemble? Eh bien, ce sont des lésions qu'on appelle papuleuses, c'est-à-dire en relief, et érythémateuses, c'est-à-dire rouges. J'ajouterais que pour le kétorash, c'est très rarement sur le visage que ça apparaît. Le plus fréquent, c'est effectivement ici, entre les seins ou en dessous les seins. On en voit aussi dans le dos. C'est quand même en général localisé sur le buste, que ce soit devant ou derrière, parfois dans la chute des reins, un petit peu au commencement du fessier. Mais c'est rarement sur les bras, les jambes, etc. En gros, vous allez avoir des papules, donc des boutons qui sont pleins, qui ne sont pas éclatables, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de parler en termes simples, qui vont provoquer du grattage et qui sont localisés en général au niveau du torse, du dos, des épaules et du cou. À terme, elles peuvent se pigmenter, d'où le... Du coup, ce qu'il vient de décrire vous permet de faire la différence entre le kétorash et un possible candidat d'Ayoff. Parce que le candidat d'Ayoff, c'est-à-dire une réaction pareille qui va être cutanée et qui est liée à l'éradication de la candidose dans les intestins, parce que le champignon, en fait, quand il meurt, produit une toxine qui réagit sur la peau, mais le candidat d'Ayoff est rose clair, très léger, ne gratte pas particulièrement, plus rarement, il ne devient ni rugueux ni foncé. Ça reste, si vous voulez, un petit peu comme un eczéma ou une petite allergie, et ça reste quelques semaines, ça finit par s'en aller. C'est un peu différent de ce qu'il est en train de décrire là. Pigmentosum, parce qu'il va y avoir l'arrivée donc de mélanocytes, comme je l'ai dit, qui vont pigmenter la couche superficielle de la peau et donc laisser des lésions qui peuvent mettre un peu plus de temps à partir. Et la caractéristique de cette éruption cutanée liée au régime cétogène, c'est que véritablement, elle survient à la suite du début d'un régime cétogène. Le régime cétogène, pour ceux qui débarqueraient sur la vidéo sans connaître et qui n'auraient pas recherché la vidéo spécifiquement suite au régime cétogène, pour expliquer assez rapidement ce qu'est le régime cétogène, en 30 secondes, je vais essayer de faire court. Je suis très pressée de voir sa définition parce que souvent,
les mauvaises vidéos sont des vidéos où la définition de base n'est pas la bonne. C'est quand on a une alimentation où l'on réduit au maximum tout ce qui va être glucides, que ce soit les glucides complexes, notamment le pain, les pâtes, le riz, etc., mais aussi et surtout les sucres rapides. Donc typiquement, on dit que le corps passe en mode cétose quand on est en dessous de 50 grammes de glucides par jour. Donc ça veut dire que proportionnellement, on augmente les lipides et on augmente les protéines. Sauf que le corps a toujours besoin d'avoir une petite proportion de glucides dans le sang notamment, et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les réserves de glucides, de glycogène vont commencer à être épuisées, notamment consommées au niveau du foie, des muscles pour resynthétiser du glucose, et une fois que le glycogène est complètement épuisé, eh bien on va passer véritablement en cétose, c'est-à-dire que la graisse va être transformée en corps cétonique pour pouvoir fournir de l'énergie au corps. Donc, c'est quand même une très bonne définition parce que c'est très rare que les gens aillent... en fait, la plupart des gens et des youtubeurs s'arrêtent à la définition de bas en glucides. Lui, il a pris le temps de dire que du coup, il fallait quand même augmenter le gras. Et surtout, il a pris le temps de parler des cétones. Je pense que c'est le premier qui aborde la diète cétogène et qui parle des cétones et de leur processus de fabrication. J'apporterai juste une petite précision par rapport à ce qu'il a dit. Pour que le corps puisse fabriquer des cétones, il faut que les réserves de glycogène du foie soit vide. Par contre, le glycogène musculaire va être bas, mais reste quand même à un niveau qui va normalement suffire pour les fonctions de base. Donc c'est véritablement cet état de cétose qui peut, et je dis bien qui peut, ce n'est pas systématique, générer cette éruption cutanée. Maintenant, le fameux kétorash, à quoi est-ce qu'il est lié? Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sur internet qui sont pas forcément des choses prouvées, mais quand on lit la littérature scientifique, les choses véritablement prouvées, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas d'idée précise de ce à quoi est lié le kétorash, en gros, quel est le lien avec la cétose. Mais malgré tout, la principale piste, c'est lié à un effet pro-inflammatoire, c'est-à-dire que les corps cétoniques peuvent générer de l'inflammation, notamment au niveau ce qu'on appelle périvasculaire, c'est-à-dire autour des vaisseaux et principalement au niveau de la peau. Donc quand on est inflammatoire, eh bien il peut y avoir des altérations et notamment l'arrivée de certains types de cellules, notamment les neutrophiles qui sont une proportion des globules blancs qui vont arriver au niveau de la peau et pouvoir générer eh bien, des lésions, notamment ce qu'on a vu, cette éruption papuleuse, donc des boutons en relief, érythémateux, mais surtout prurigineux, en gros, qui vont vous donner envie de vous gratter. Là, je suis un peu embêtée parce que rien ne prouve que les cétones sont inflammatoires et on commence à avoir de plus en plus d'études qui semblent dire l'inverse, qu'elles sont anti-inflammatoires. Si vous prenez par exemple les études que l'on a citées dans le livre Révolution cétogène, vous en trouvez qui vous expliquent que un certain degré constant de cétones dans le sang a un effet anti-inflammatoire et protecteur de la cellule. Du coup, je suis assez étonnée d'entendre que ça aurait un effet inflammatoire au niveau vasculaire. Quand on parle de la fabrication des cétones, par exemple, le fait de brûler du glucose produit des radicaux libres, des ROS et d'autres. C'est un facteur d'inflammation. La production la production d'énergie à partir du gras dans la mitochondrie n'est pas productrice de ces ROS justement. C'est pour ça que en fait on considère que brûler du gras peut être beaucoup moins inflammatoire, surtout pour les sportifs, que brûler du sucre. Donc à ces deux niveaux, j'ai du mal à comprendre pourquoi les cétones seraient inflammatoires. Je ne discute pas la suite du process, mais si vous voulez le substrat, quoi, le présupposé de départ m'embête. Les autres hypothèses supposées, c'est notamment au niveau de la sudation. En gros, le fait que quand on transpire, eh bien ça va favoriser à irriter la peau et surtout qu'on transpire aussi des corps cétoniques. Ça veut dire que le fait d'avoir de la transpiration va contribuer justement à cette inflammation, puisque quand on se tripote, pour parler assez schématiquement, la peau, ou quand les vêtements vont frotter avec la sueur, d'autant plus que la sueur peut avoir un effet irritant sur la peau, eh bien ça favorise la survenue de lésions cutanées, ce qui expliquerait principalement que les lésions soient au niveau des épaules, du torse et du dos, puisque c'est des endroits où le t-shirt frotte et où l'on transpire en général de façon plus importante. Après, ça peut aussi, donc le régime cétogène, modifier tout ce qui va être flore intestinale. La flore intestinale, en gros, c'est la population de bactéries qui sont présentes de façon naturelle dans notre tube digestif, et ces bactéries, elles vivent le plus souvent en symbiose avec notre organisme, c'est-à-dire que c'est un peu un rôle donnant-donnant. En gros, elles vivent là et puis elles profitent de la nourriture qu'on ingère,
et elles font leur vie et elles nous permettent justement de participer à notre digestion de la même façon que nous, on les aide puisque en gros on leur donne un habitat. Le souci, c'est que toutes les bactéries ne sont pas bonnes. En général, le corps a sélectionné les bactéries qui sont bonnes, qui sont justement inoffensives et bénéfiques, mais parfois, quand on modifie son régime alimentaire, quand on modifie certaines conditions par l'environnement extérieur, que ce soit par le fait du stress, par le fait de certains médicaments, notamment certains antibiotiques, qui vont détruire les bactéries, et parfois laisser la place à d'autres bactéries qui n'ont pas été tuées par ces antibiotiques, qui vont proliférer et qui peuvent prendre le dessus sur toutes les bactéries qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc parfois la digestion et notre flore intestinale c'est une petite parenthèse, mais la flore intestinale c'est quelque chose qui récemment est de plus en plus étudié avec tout ce qu'on appelle le microbiote intestinal, et ça dépasse de loin la simple digestion puisque les bactéries peuvent en gros synthétiser des molécules qui passent ensuite dans la barrière, ce qu'on appelle, je sais plus le terme, la barrière intestinale. Je trouve ça très bien qu'il n'ait pas coupé ce passage. Il aurait pu au montage couper ce moment d'hésitation, mais en fait comme je vous disais, comme il ne se prend pas tellement au sérieux, il le laisse. Qui vont passer dans le sang et qui peuvent avoir des effets sur tout l'organisme, notamment au niveau du cerveau. Donc notre organisme est affecté de façon beaucoup plus importante que simplement la digestion par cette flore intestinale. Donc le changement d'alimentation, et quand on passe d'un régime normal à un régime cétogène, en supprimant totalement les glucides, en sachant que les bactéries consomment les glucides, ça va sélectionner certains types de bactéries et modifier de façon plus ou moins importante cette flore intestinale. Et la modification de cette flore intestinale va là aussi faire que les molécules synthétisées par cette flore justement vont être modifiées, et donc ça peut engendrer là aussi de l'inflammation ou tout simplement des réactions qui peuvent modifier l'organisme de façon plus ou moins transitoire et aboutir soit, comme on l'a vu au début, à du stress, même si c'est pas forcément un stress de façon évidente, de façon perceptible. Ce que je peux ajouter, je vais l'ajouter de mon expérience en coaching, parce que finalement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que toutes les personnes que j'ai suivies en coaching et qui ont eu du keto-rash étaient des personnes qui avaient aussi des dysbioses de l'intestin et de la porosité intestinale. Je ne dis pas que c'est un lien de cause à effet, je dis que c'est une corrélation qui est indéniable, parce qu'à chaque fois, j'ai pu le constater. On ne peut pas dire que toutes les personnes qui ont de la porosité intestinale vont développer un keto-rash, ni toutes les personnes qui ont des dysbioses vont développer un keto-rash, ça n'est pas arrivé. D'ailleurs, des personnes qui ont eu du keto-rash, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a de toute évidence un lien assez net entre l'équilibre de la flore intestinale et cette fameuse réaction. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la candidose, vous avez une très très grosse part des manifestations de la candidose qui se fait sur la peau. Vous pouvez avoir des mycoses sur la peau ou vaginale, ou même dans la bouche, vous pouvez avoir de l'eczéma, vous pouvez avoir du psoriasis, vous pouvez avoir des pellicules. Vraiment une grosse partie des choses qui arrivent sur la peau sont des miroirs, des dérèglements qui arrivent dans l'intestin. Et il faut toujours avoir ce réflexe d'y penser, pas comme une chose obligatoire, mais comme quelque chose de très possible. Et modifier en fait tout le terrain hormonal, puisque ça influe également sur les hormones, et au final aboutir à favoriser les lésions cutanées. Donc ça aussi c'est une hypothèse. Ça c'est très intéressant, j'aurais vraiment aimé qu'il aille plus loin là-dedans, parce que on a besoin de savoir, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent expliquer ça, effectivement, comment le dérèglement du microbiote peut influencer les hormones. Par exemple, dans le cas de la candidose, on sait que une candidose très développée dans l'intestin, ça va générer de l'inflammation, et on sait aussi que le candida il va produire une substance qui mime, qui ressemble fortement à de l'oestrogène, et donc forcément ça va venir modifier l'équilibre hormonal, ça va favoriser de la dominance d'œstrogène, ça va favoriser du coup une moindre production de testostérone et de progestérone et des autres hormones, et donc ça dérègle cette balance. Mais moi, je connais pas beaucoup d'autres mécanismes que ceux qui fonctionnent avec la candidose. Donc, Doc, si jamais tu veux faire une autre vidéo pour parler de ça, ce serait très intéressant. L'autre chose qui a avancé, c'est que parfois, et c'est une faible proportion des gens, mais ça peut arriver, ce sont les intolérances alimentaires. Quand on change son régime et qu'on débute un régime cétogène, on va augmenter tout ce qui va être lipides, et on va augmenter tout ce qui va être protéines. Donc on va forcément, et c'est
Je suis obligée de m'inscrire en faux. Oui, on va augmenter les lipides, mais on ne va pas augmenter les protéines. Au contraire, en fait, on est obligé de diminuer les protéines parce que sinon on n'arrive pas à avoir des macros corrects et puis ça dérègle la glycémie, ça pose des problèmes. Donc, mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que certaines personnes vont aussi augmenter leurs protéines et que du coup, au niveau de l'acidité de la peau, ça va changer des choses, au niveau de l'évacuation des déchets, au niveau des reins, au niveau de la peau, etc. Donc ça peut être une piste intéressante. Et c'est peut-être pour ça que moi j'ai très peu de clients qui ont eu du Keto-Rash parce que je les surveille de près sur les protéines, mais ça peut être intéressant, les personnes qui ont du Keto-Rash, comment elles cadrent leur diète, comment elles font attention aux aliments inflammatoires, est-ce qu'elles font attention à ne pas manger d'aliments qui détériorent l'intestin, comme le fromage, comme l'acide phytique qui est dans les noix, etc. Souvent le cas, eh bien introduire de nouveaux aliments, des noix, du poisson, de la viande, en gros augmenter les quantités, augmenter les aliments gras, les aliments protéinés, et certains aliments peuvent être mal tolérés, que ce soit par des allergies vraies ou des intolérances, et certaines intolérances peuvent là aussi médier certains phénomènes inflammatoires qui peuvent se traduire au niveau de la peau. Exactement. Si vous bourrez de fromage parce que vous ne savez pas comment augmenter vos gras, en fait en même temps vous vous bourrez de caséine qui va être agressif pour l'intestin, générer de l'inflammation, générer de la porosité intestinale. Quand vous vous bourrez de noix pour les mêmes raisons, vous vous bourrez par cet intermédiaire aussi de caséine qui fait pareil de l'inflammation et qui dégrade la muqueuse intestinale et qui en plus vous fait un apport en oméga 6 bien trop important pour votre balance oméga 3, oméga 6 qui donc là aussi rajoute de l'inflammation. Quand on augmente tout ça d'un coup, effectivement, on va avoir ce genre de problématique. Je pense que c'est aussi pour ça que les végétariens ont tendance à être plus touchés par le Keto-Rash. Parce que comme ils ne savent pas comment avoir leur gras et leurs protéines, ils vont mettre beaucoup de fromage, beaucoup de noix, et donc ils sont plus sujets que les autres à ce type de réaction. Donc au final, eh bien c'est assez mal compris, mais chez certaines personnes, le régime cétogène peut être lié et peut occasionner certaines éruptions cutanées. Et encore une fois, c'est quelque chose de bien décrit dans la littérature. Le problème, ce qu'ils disent, c'est que la plupart en fait des conseils ne sont pas valides pour venir à bout, on va dire, de ces éruptions cutanées, notamment par, toujours pareil, des conflits d'intérêts que les sites internet qui parlent de cette éruption cutanée sont en fait souvent liés au régime cétogène pour promouvoir des compléments alimentaires, pour promouvoir certains types d'alimentation, bref, tout ce qui va être autour de ce régime cétogène. Et quand on applique des conseils qui ne sont pas forcément valides, en fait, ça peut prolonger le trouble. Et surtout, eh bien, ça peut retarder et chroniciser les problèmes de peau. Je suis d'accord, et ça va dans le même sens que de dire « Ah non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, ça s'appelle le Keto-Rash. Donc c'est pas bien grave, on vous donne 2-3 conseils, puis continuez à faire ce que vous faisiez, continuez à vous bourrer des aliments qui sont inflammatoires, il n'y a pas de souci, c'est du Keto-Rash. » Et donc en même temps ça banalise, et en même temps en fait comme les conseils qui vont vous donner derrière pour soi-disant gérer le truc ne vont pas marcher, il y a un moment donné où vous allez peut-être en avoir marre d'avoir ce truc et vous dire c'est la faute de la diète cétogène. Je n'irai pas jusque là. C'est à la fois une certaine application de la diète cétogène et un contexte particulier qui fait que en fait le corps a du mal à s'adapter. Notamment dans le fait que, comme le disent certains auteurs, la plupart des sites et la plupart des conseils disent que finalement il ne faut pas arrêter le régime cétogène et qu'il faut se supplémenter par d'autres choses, notamment certaines vitamines, certains minéraux, sauf qu'en pratique, si vous avez une éruption cutanée de façon importante suite à l'introduction d'un régime cétogène, le premier bon conseil ce serait en fait d'arrêter le régime cétogène, de réintroduire les glucides et justement de sortir de cet état de cétose. Parce que quand il y a un problème, en général, le mieux, eh bien, c'est de traiter la cause. Donc si c'est le régime cétogène qui cause les problèmes de peau, il faut arrêter le régime cétogène. Il ne faut pas se dire « oui, mais peut-être que non, peut-être que je vais me supplémenter ou faire ceci, cela ». Le régime cétogène, dans ces cas-là, me semble un déclencheur. Les modifications qui ont été mises en place me semblent un déclencheur, mais je pense qu'il y a quand même un problème sous-jacent au niveau du microbiote, au niveau de l'intestin, et que si on arrête la diète cétogène pour revenir à la normale, ça serait bien de se poser la question
du microbiote. Ça serait bien de se poser la question de cet équilibre, est-ce qu'il est si solide que ça? Est-ce que je ferais pas une analyse complémentaire? Est-ce que j'ai de la candidose? Est-ce que j'ai autre chose? Quel est mon degré de porosité intestinale? On n'est pas obligé de se lancer dans une diète cétogène pour s'interroger sur la qualité de son intestin. Je ne dis pas ça pour tout ramener à moi, mais il y a sur mon site un petit test que vous pouvez faire pour mesurer votre porosité intestinale qui peut être intéressant à prendre dans tous les cas. Non, en pratique, le meilleur conseil, c'est d'arrêter le régime cétogène, de voir si ça améliore de façon significative les problèmes de peau et dans tous les cas de consulter un dermatologue. Ça par contre, c'est une évidence que les gens qui ont du keto-rash, quand ils arrêtent le cétogène, ça revient à la normale et quand ils reprennent, voilà. C'est peut-être des personnes à qui le low carb serait plus profitable que la cétose en soi. Parce que les problèmes de peau, c'est véritablement, comme je l'ai dit en début de vidéo, une spécialité à part entière. Et de la même façon que si vous avez une douleur articulaire, vous allez voir un rhumatologue ou un orthopédiste. Si vous avez un problème de cœur, vous allez voir un cardiologue. Bah, si vous avez un problème de peau, il faut aller voir un dermatologue et pas aller chercher des recettes sur Internet. Donc ça, c'est la première chose, arrêter le régime cétogène. La deuxième chose, là aussi, ça peut être des petits conseils si vous avez qu'un ou deux boutons, des vêtements amples, de l'hydratation, bref, des conseils de bon sens, de ne pas gratter les lésions qui ne font en général qu'empirer les choses. Mais un autre traitement qui doit être envisagé, c'est la prise d'antibiotiques, notamment les tétracyclines, qui ont une action sur l'inflammation, et c'est aussi des médicaments donnés dans l'acné, puisqu'ils diminuent l'inflammation au niveau de la peau, par la destruction de certaines bactéries, mais aussi en diminuant cette inflammation par les neutrophiles au niveau de la peau. Et donc, plus on diminue l'inflammation et plus la peau peut, en gros, on va dire ça schématiquement, se régénérer et éliminer les problèmes de peau et notamment éliminer ces éruptions cutanées. Je ne pense vraiment pas qu'on soit obligé d'aller jusqu'aux antibiotiques parce que moi, vraiment, toutes les personnes que j'ai pu voir qui avaient du keto-rash, ça disparaît immédiatement quand ils réintroduisent les glucides et que la cétose disparaît. Mais bon, peut-être qu'il y a des cas qui sont graves et qui nécessitent d'en passer par là. Hein. Bref, voilà un petit topo sur l'éruption cutanée du régime cétogène. Et si ça vous intéresse, on pourrait éventuellement parler des autres problèmes de peau, puisque une des questions qui revient régulièrement, c'est le lien entre les protéines, notamment la whey ou la caséine, en gros les protéines de lait, et l'apparition de certains problèmes de peau. Mais ça aussi, c'est un autre thème de vidéo, puisque là, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à partager votre expérience, que ce soit avec... Moi, cette vidéo m'a plu. Parce que même si je suis pas d'accord avec toutes les conclusions, je trouve que les bonnes problématiques ont été abordées. En fait, c'est très très rare de trouver quelqu'un qui ne soit pas spécialiste de la diète cétogène et qui pourtant réussit à ne pas dire n'importe quoi. Donc vraiment, mais surtout ce que j'ai apprécié sur cette vidéo, c'est que finalement les bonnes problématiques ont tout de suite été soulevées. La constitution de la diète, est-ce que en fait c'est pas l'application de la diète cétogène qui n'est pas bonne? Trop de protéines, trop d'aliments inflammatoires, trop de fromage, trop de noix, etc., trop d'oméga 6. Deuxième chose qui soulève, c'est le dérèglement du microbiote. Alors moi je pense vraiment qu'il y a un dérèglement sous-jacent ou un terrain qui fait que quand les changements amenés par la diète cétogène sont en place, du coup il y a cette réaction. Et je pense ça parce que sinon tout le monde aurait le problème du keto-rash. Si c'était inhérent à la diète cétogène, si c'était intrinsèque, je veux dire, à la diète cétogène. Je pense vraiment qu'en fait, non, il y a des terrains avec des dysbioses qui font qu'on a cette réaction. Les solutions que lui, il propose, c'est d'arrêter. Et effectivement, je pense qu'il a raison parce que de toute façon, les compléments alimentaires qui sont aujourd'hui proposés pour ça ne fonctionnent pas et que si on pense que le dérèglement est interne dans le microbiote, c'est pas un petit complément alimentaire qui va venir résoudre le problème. Pour lui, la solution, c'est effectivement d'arrêter et je le rejoins en ce sens que je n'ai jamais en coaching trouvé de vraies solutions pour les personnes qui avaient ça. Parce que en fait le travail à faire est un plus gros travail en amont sur le microbiote et qu'on ne peut pas faire en coaching. En fait, il faut que la personne de son côté fasse tout un travail de découvrir si oui ou non elle a des dysbioses, il y a des tests qu'on peut faire pour ça, et qu'elle fasse un travail de reconstitution et de sa flore et de son intestin. Et ça, en fait, ça prend plusieurs mois, voire ça peut se compter en années, donc forcément, c'est pas en quelques semaines de coaching qu'on va pouvoir gérer le truc. Donc c'est vrai que finalement, temporairement, la seule solution, c'est d'arrêter et d'aller travailler sur ce truc-là.
Il a également soulevé la problématique hormonale, ce avec quoi je suis hyper d'accord, et je suis juste un peu restée sur ma faim parce qu'en fait j'aurais voulu avoir les informations que je n'ai pas et qui me manquent, mais peut-être que lui il les a pas non plus. Je veux dire, il est cardiologue, il n'est pas gastro-entérologue, spécialiste du microbiote ou que sais-je encore. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Personnellement, je vais liker cette vidéo et m'abonner à sa chaîne. Merci beaucoup au doc de l'avoir faite et de m'avoir permis de la commenter. N'oubliez pas de me faire vos suggestions quand vous voyez une vidéo passer qui est intéressante, vous aimeriez que je commente. Je vous invite fortement à liker celle-ci si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne évidemment pour ne pas rater mes prochains contenus et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.